Rebonjour à tous. Je pense que tout le monde est à peu près revenu dans la salle. Donc on va enchaîner avec cette deuxième table ronde de la matinée qui est dédiée aux solutions à la fois technologiques, mais pas seulement, et aux innovations qui peuvent verdir les villes. Et pour en parler ce matin, nous accueillons Jérôme Dassigny, vous êtes directeur régional de l'ADEME, Amaury Dubois, paysagiste, concepteur et spécialiste en agriculture urbaine. Vous avez, j'imagine, fondé le Grand Romanesco, ou en tout cas, vous allez nous expliquer ce que c'est. Voilà. Pascal Mauberger, vous êtes fondateur et président directeur général de McPhy Énergie. Vous allez également nous expliquer ce que fait McPhy. Je peux, sans dévoiler trop de secrets, dire que vous êtes positionné sur l'hydrogène dans différentes applications. Et enfin, Colline Vincent, vous êtes fondatrice et présidente de l'association Zéro Déchet Lyon. Et alors, comme je disais, on va essayer de brosser ensemble un certain nombre de solutions qui permettent de rendre les villes on a employé l'expression verdir la ville. Bon, il s'agit évidemment de rendre les villes plus durables, d'en limiter l'impact environnemental et notamment les émissions de gaz à effet de serre, puisque comme vous le savez, de plus en plus de collectivités, notamment villes, mais aussi régions, voire États, en l'occurrence, qui ne sont pas des collectivités, se sont fixés comme objectif le zéro carbone, ou en tout cas la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est entre autres le cas de la France. Donc la ville, aujourd'hui, effectivement, occupe une position un peu particulière dans le paysage du changement climatique, puisqu'elle en est à la fois une des principales responsables de par la concentration de population. Je rappelle que c'est entre 50 et 60% de la population mondiale aujourd'hui qui vit en ville. À l'échelle européenne, c'est déjà 70% et on attend 75% dans les 20 prochaines années. C'est également une part très importante de mémoire, 70 ou 80% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est également dans les villes que se crée le plus de richesses, évidemment, donc 80% du PIB mondial. Et c'est dans les villes que s'inventent les solutions de demain pour basculer vers une économie bas carbone. Les villes étant par ailleurs des victimes en première ligne de ce changement climatique, que ce soit dans le monde entier des villes côtières qui sont très nombreuses et de plus en plus, et surtout qui accueillent une population de plus en plus nombreuse, ou que ce soit pour des phénomènes typiquement urbains de type îlots de chaleur qui accroissent les phénomènes caniculaires dans les villes. Donc pour toutes ces raisons-là, les villes sont particulièrement intéressées et à même de trouver des solutions pour limiter leur impact et favoriser, rendre vivables et pérennes et résilientes leurs infrastructures pour les populations d'aujourd'hui et de demain. Et donc on va ensemble brosser, comme je disais, quelques solutions pour la rendre plus vivable. Et pour ça, je crois que nul n'est mieux placé que l'ADEME pour nous donner, brosser un petit paysage des différents leviers sur lesquels on peut agir pour verdir une ville aujourd'hui. Alors, merci beaucoup de m'accueillir. On n'aura pas assez de temps pour brosser tous ces leviers et les évoquer à tout le moins. Peut-être juste un mot sur l'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nous sommes une agence d'État et on intervient auprès des collectivités, des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de transition énergétique et écologique. Donc, on a 3 secteurs d'intervention, les économies d'énergie, l'économie circulaire et la chaleur renouvelable. Alors, pour nous inspirer justement de ces différents leviers, il y a quelque temps, on a fait des exercices de vision prospective 2035-2050 qui nous permettent de nous projeter. Et c'est pas une surprise, parce que ça, tout le monde le sait. Il y a 2 secteurs qui vont faire 80% de l'atteinte du facteur 4, de la division par 4 des gaz à effet de serre. C'est le bâtiment
et la mobilité. Donc 2 sujets sur lesquels doivent porter tous nos efforts, tous nos sujets de préoccupation, parce que c'est les 2 secteurs qui vont nous permettre de faire du score très vite. Et bien sûr, la ville est ce lieu privilégié de réflexion, d'action sur ces deux enjeux-là. Il y a un 3e enjeu qui est notre capacité, la capacité de ces territoires à conquérir une partie de leur indépendance énergétique. Je dis une partie parce qu'évidemment, ces villes ne seront pas autonomes énergétiquement, mais il est notre responsabilité d'aller plus loin sur cette production énergétique. Et puis, la table ronde précédente a largement évoqué les enjeux d'économie circulaire, où effectivement, il y a un lieu de consommation. Il y a un lieu où on doit pouvoir éviter un maximum de déchets, mais il y a un lieu où aussi on doit être en capacité de récupérer la matière première issue de notre consommation, parce que sinon on se retrouve dans une situation de pays émergents où on consomme, on envoie notre matière première à l'extérieur, et on se retrouve avec des produits finis qui nous viennent de l'extérieur sans les produits connexes. Et c'est un peu ce qu'on retrouve sur le bois énergie, où la région Auvergne-Rhône-Alpes exporte son bois d'œuvre, et puis on revient sous forme de parquet, sous forme de choses, et on n'a pas les connexes qui vont nous permettre d'alimenter la chaufferie bois de la métropole de Lyon, par exemple. Donc il y a cet enjeu qui est extrêmement important de pouvoir rapatrier la valeur ajoutée sur le territoire, et ça c'est vraiment le mot d'ordre qui est pour moi extrêmement important. Alors vous parlez du facteur 4, mais en fait avec cet objectif zéro carbone, c'est encore plus ambitieux que le facteur 4. Là on est passé il faut diminuer encore plus les émissions, enfin même arriver à la neutralité. Bon, j'imagine que c'est les mêmes solutions pour y parvenir. Il faut juste essayer d'aller encore plus vite. Il faut aller plus loin encore. Et comme vous le disiez justement, les habitants, la création de richesses se fait ici. Et le lien des villes, de la métropole, doit s'inscrire aussi avec son territoire périphérique. Et ça, aujourd'hui, on voit que c'est des projets de recherche, des sujets de préoccupation qui émergent de plus en plus pour pouvoir faire du lien en ces territoires. Et la question du transport et de la mobilité est juste la parfaite illustration de ce lien que doit avoir une métropole avec ces territoires alentours. Oui, et effectivement, il y a des promoteurs, dont fait partie l'ADEME, je pense, des énergies renouvelables, qui mettent en avant les projets d'énergie renouvelable périurbains, enfin, en tout cas, qui permettraient d'alimenter aussi les villes à partir des territoires ruraux environnants, et de faire en fait de ces projets les supports de lien entre les villes et leurs territoires environnants, de façon à contribuer à atténuer la fracture territoriale dont on voit les effets depuis quelques semaines en France. Exactement. C'est le sujet de faire jouer à plein les solidarités territoriales avec les atouts et les avantages de chacun des territoires. Mais ça va aussi plus loin. Pas loin d'ici, vous avez la vallée de la Chimie, où il y a énormément de potentiel d'énergie. Alors on appelle ça énergie fatale. Mais comment on fait pour la récupérer, la réinjecter dans les... L'énergie fatale, c'est celle qui est fabriquée en coproduit d'une certaine façon d'un processus industriel et qui est perdue Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir la réinjecter. D'abord, pouvoir l'utiliser au sein de l'entreprise, c'est possible, faire des boucles de récupération d'énergie, la mettre à disposition des autres industriels de la zone, et puis l'injecter dans le réseau de chaleur de la ville. C'est retrouver cette solidarité qui avait conduit à la construction de cette industrie. En fait, il y avait des logiques d'échange de matières premières. La désindustrialisation a fait que ces logiques de solidarité se sont un peu dénouées, voire carrément dénouées. Et bien aujourd'hui, on doit les retrouver. Et ça, je crois que c'est aussi l'enjeu de cette transition écologique et énergétique, que de s'appuyer sur les potentiels de chacun.
Et ça, c'est quand même une nouveauté. Enfin, c'est pas une nouveauté dans la façon dont on fonctionne, mais c'est une nouveauté à l'échelle de notre vie industrielle, à l'échelle de notre mode de fonctionnement, où tout le monde s'est bien recentré sur son cœur de métier. Et aujourd'hui, on doit être en capacité, eh bien, de se dire que les externalités qu'on peut avoir peuvent servir à d'autres et peuvent servir au potentiel. Et ça, je crois que c'est... Alors, on appelle ça écologie industrielle et territoriale. C'est un peu les fondements de l'écologie industrielle. Exactement. Mais ça doit se faire en lien avec les industriels parlent aux collectivités, les collectivités parlent aux industriels, mais parlent aussi aux citoyens, parce que c'est aussi des atouts de compétitivité, de marge, de manœuvre. Très bien, merci. Colline Vincent, alors précisément, économie circulaire, on en aura beaucoup parlé ce matin. Quelle est exactement l'action de Zéro Déchet Lyon et en quoi ça contribue à verdir le territoire sur lequel vous opérez ? Donc nous, on est une association qui a pour but principal de faire tendre la société vers une société zéro waste, c'est-à-dire zéro déchet, zéro gaspillage. Et pour ça, on s'appuie sur trois niveaux en fait, d'action. Le premier niveau, et c'est aussi ce qui fait l'histoire de l'association, c'est le niveau citoyen. Je pense qu'on va parler des trois niveaux autour de cette table tout de suite, mais l'échelle citoyenne, elle prend de plus en plus de l'importance. On le voit notamment parce que il y a 5 ans, on parlait de zéro déchet, on passait pour des fous. Aujourd'hui, les médias en parlent. On voit bien qu'il y a toute une communauté qui s'est créée, des épiceries vrac qui ouvrent, etc. Donc les citoyens ont envie de s'emparer. Des épiceries quoi, pardon ? Des épiceries vrac. Ah, vrac qui ouvre. Qui ouvre, voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Un nouveau concept inconnu de moi. Non. Oui, le vrac, ça se développe effectivement très très vite en ce moment. Voilà, on voit bien qu'il se passe quelque chose à l'échelle citoyenne, et pas seulement autour de la question du déchet, mais et pas seulement dans les enseignes spécialisées bio, etc. Et pas seulement toutes dans les grandes enseignes spécialisées. On voit bien qu'il y a une rayons. demande en fait citoyenne autour de cette question du déchet, mais pas que, de l'énergie, de l'alimentation. Il y a plein de sujets qui émergent, qui étaient assez peu visibles jusque-là. Donc il y a cette échelle citoyenne qui est très forte dans l'association. Donc c'est principalement de la sensibilisation et puis de l'information des citoyens sur d'où viennent leurs déchets, quel est leur impact sur le climat, sur l'environnement. Et sous quelle forme vous faites cette sensibilisation ? Alors ça peut être sous forme d'ateliers. Donc par exemple, on apprend aux citoyens à fabriquer de la lessive, par exemple, ou du dentifrice, pour que les gens prennent conscience que c'est des choses qu'ils peuvent se réapproprier. Ça les fait se questionner sur ce qu'ils ingèrent, sur ce qu'ils mettent sur leur peau, sur leur manière de consommer. Donc ça amène un tas d'autres questions, évidemment, sous-jacentes aux déchets. On fait aussi des ateliers, des apéritifs, où les gens peuvent échanger sur leurs pratiques, en fait. Parce que quand on se met à réduire ses déchets, on se sent souvent très seul. Donc ça permet aux gens d'en parler et de banaliser un peu le sujet. Donc ça, c'est l'échelle citoyenne. Après, il y a l'échelle... Mais vous attirez des gens qui sont déjà intéressés, en fait, c'est ça, un peu principalement, toujours le biais de ce genre de... Principalement, oui, mais on a aussi... on fait souvent des projections de films. On a projeté, par exemple, le film Trashed. Et en fait, on essaie de projeter des films sensibilisants, impactants, qui montrent le déchet, mais derrière, en fait, généralement, on essaie de montrer le côté positif, de mettre en valeur des initiatives déjà existantes, pour donner envie aux citoyens d'agir. Donc il y a cette échelle citoyenne qui est très importante dans l'association. Après, il y a l'échelle plus entrepreneuriale, parce qu'il n'y a pas qu'une demande de la part des citoyens d'agir, il y a aussi une demande de la part des entrepreneurs, et notamment des commerçants de proximité. Donc on a créé un réseau d'entrepreneurs qui permet à tous ces entrepreneurs qui ont envie d'agir pour la réduction de leurs déchets à l'échelle de la métropole de Lyon. Ça leur permet d'échanger sur leurs pratiques, de se donner des tuyaux, de s'entraider, de mutualiser des commandes, etc. Et on a aussi créé une sorte de label qui s'appelle Mon commerçant m'emballe durablement. Et l'objectif... Excusez-moi, j'ai pas compris. Mon commerçant m'emballe durablement. M'emballe durablement. Évidemment, c'est un jeu de mots avec l'emballage, le déchet emballage. Et l'idée, c'est de mettre en valeur les initiatives existantes chez les commerçants. Donc ça peut être je ne distribue pas automatiquement un sac quand je vends quelque chose, ou j'accepte les contenants réutilisables propres de mes clients. Donc ce réseau permet à la fois de mettre en valeur les commerçants qui sont déjà engagés ou qui ont envie d'aller plus loin, de les former, de les informer sur ce qu'ils peuvent faire, et puis aussi de les mettre en valeur auprès des consommateurs.
qui sont aussi demandeurs de solutions pour acheter en vrac notamment leur alimentation, mais pas que. Donc ça, c'est plus la sphère entreprise. Et puis il y a une autre échelle, évidemment, c'est l'échelle, la sphère publique, la sphère politique. Et donc là, on y va de plus en plus. L'idée, c'est d'accompagner les collectivités territoriales. En l'occurrence, nous, c'est la métropole de Lyon, à encourager l'émergence d'une société zéro déchet. Donc on est en permanente discussion, notamment avec la métropole, pour essayer de faire émerger des solutions qu'on a, nous, testées sur le terrain. Vous pouvez nous donner un ou deux exemples ? Oui, par exemple, on a été sollicité par la métropole pour participer à l'élaboration du plan de prévention des déchets ménagers et assimilés. Donc ça a duré quasiment 1 an. Et pendant 1 an, on s'est rencontrés avec d'autres acteurs d'ailleurs, hein, pas que la métropole, mais aussi des associations, des élus, autour de cette question de la prévention des déchets. Et on a essayé d'apporter des solutions. Je pense notamment à une solution qui a émergé dans l'association, qui est la promotion des couches lavables. On a monté un groupe qui s'appelle les Petits Culottés, qui marche très bien auprès des citoyens. Et l'idée, c'est que la métropole peut-être encourage ce genre de solutions auprès des crèches notamment, ou des jeunes parents dans les maternités, par exemple. Ça, c'est vraiment un signe que les mentalités évoluent, parce qu'il y a quelques années, c'était juste pas possible de parler d'un truc pareil. Oui, tout à fait. Il y avait quand même des gens qui en parlaient, et effectivement, ils passaient pour des fous. Hein. Et là, je vois de plus en plus de projets de ce genre émerger. Très bien, merci beaucoup, Colline. Alors, Pascal Mauberger, peut-être nous présenter McPhy Énergie et quels sont... Alors là, on est très loin des couches lavables. On fait le grand écart, oui. Puisque nous, on est dans l'hydrogène. On a créé cette société McPhy Énergie il y a exactement 10 ans pour se positionner résolument sur la transition énergétique. Et on produit en fait des systèmes qui produisent de l'hydrogène et qui la mettent en œuvre dans des solutions énergétiques. Donc, et ce que vous m'avez posé comme question hier, quel est le poids de l'énergie dans une ville ? Ce qu'a dit Jérôme, c'est essentiellement les bâtiments et le transport. Il faut savoir, j'ai repris des chiffres pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas très différent au niveau national, au niveau mondial, mais le transport représente 32% des gaz à effet de serre en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça représente 33% des NOx, donc des oxydes d'azote, et 15% des particules fines. Il faut savoir que c'est un vrai sujet. Alors, non, on parle de changement climatique, mais là, c'est un vrai sujet de santé locale, publique. Hein, puisque les gens ont estimé qu'il y a 7 millions de décès par an liés à la pollution de l'air. Dans le monde. Dans le monde, effectivement. Et on vit de plus en plus dans les villes. Donc c'est un vrai sujet de pollution de l'air dans les villes. Alors nous, on s'est positionné résolument sur l'hydrogène. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'hydrogène permet d'accélérer la transition énergétique. Je pense qu'il faut que vous fassiez une petite explication de comment se fabrique. Enfin, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène ? Alors l'hydrogène, c'est pas nouveau. Hein. L'hydrogène, ça a été inventé, ça a été pas inventé, mais ça a été détecté par Monsieur Cavendish. C'était à la fin du 19e siècle, un grand chimiste. Et puis on a très vite. Alors hydrogène, c'est générateur d'eau. L'hydrogène, c'est H2O, donc l'eau, et quand on brûle de l'hydrogène, d'une manière ou d'une autre, on finit par de l'eau. Donc la forme oxydée de l'hydrogène, c'est de l'eau. Et on peut le sortir de l'eau. C'est ça la bonne nouvelle, et c'est ce qui nous intéresse, nous, McPhy, puisqu'on propose des solutions d'électrolyse. Donc on dissocie la molécule d'eau avec de l'électricité. Et vous avez cet hydrogène, vous pouvez le stocker et vous pouvez le mettre en œuvre dans ce qu'on appelle une pile à combustible, ce qui est exactement l'inverse d'un électrolyseur d'eau. C'est-à-dire vous recréez de l'eau en produisant de l'électricité. Et là, vous pouvez décarboner à la fois le mix énergétique et vous pouvez décarboner les usages dans le transport, dans les bâtiments et dans l'industrie. Et l'hydrogène, au départ, peut être produit à partir d'électricité verte. Alors, bien sûr, tout l'intérêt, c'est effectivement de la produire à partir d'électricité verte ou décarbonée, selon. Et effectivement, alors moi, je suis né au milieu du siècle dernier. Et quand j'étais ado, on était terrorisés parce qu'on vivait les premiers chocs pétroliers. Et on se disait, on était très angoissés, on se disait qu'on n'aura plus assez d'énergie pour soutenir le développement de notre économie.
Et ce qu'on est en train de vivre au XXIe siècle, c'est exactement l'inverse. On est capable maintenant de récolter directement l'énergie du soleil. Et cette énergie du soleil est extrêmement abondante et très peu chère. Il faut savoir que les champs solaires aujourd'hui, dans les pays riches en soleil, s'adjugent à moins de 20 € le mégawattheure. Donc 20 € le mégawattheure. En France, on paye... Donner quelques ordres de grandeur. Ouais, quand on est abonné à l'électricité, vous devez payer entre 13 ou 14 centimes le kilowattheure, ce qui veut dire en gros 110 à 120 ou 130 € le mégawattheure. Donc on parle de 20 € le mégawattheure, ce qui est 6 fois moins cher. Le problème, c'est que cette énergie est ultra abondante, mais elle n'est jamais produite ni au bon endroit, ni au bon moment. Et c'est ça que permet l'hydrogène, puisque avec nos électrolyseurs... Donc la solution, c'est le stockage. Hein. Voilà, c'est le stockage. Et surtout, et le transport. Voilà. Et donc, il y a des gens qui parlent maintenant de wind to hydrogen, wind to gas, ou de sun to gas, ou sun to hydrogen. Donc comment finalement mettre de l'éolien ou du solaire en boîte, en stockage. Et ça, c'est la solution de l'hydrogène. Et ça existe déjà ? Oui, ça existe déjà. Nous, on a commencé à vendre pas mal d'électrolyseurs. On a aussi vendu des stations de recharge en hydrogène. Donc, il faut savoir qu'un véhicule hydrogène, c'est un véhicule électrique. C'est vraiment la même chaîne de traction qu'un véhicule électrique à batterie. Mais ce véhicule génère son électricité à bord avec une pile à combustible. Il embarque en gros entre 5 et 6 kilos d'hydrogène dans son réservoir. Et ça permet du coup de faire 5 à 600 km en autonomie totale et de recharger en quelques minutes. Donc c'est vraiment la solution pour les véhicules lourds et grands rouleurs. C'est pas en opposition avec la batterie, hein. C'est vraiment en complémentarité avec la batterie, mais ça permet à des gens grands rouleurs et des flottes de véhicules de se recharger très facilement et de rouler longtemps. Alors il faut savoir qu'il y a une pompe hydrogène à Lyon, au quai des énergies, donc sur le port Édouard-Herriot. On a installé ça juste après la COP21, en janvier 2016. Ça a été inauguré à ce moment-là. Et c'était le projet Highway. Donc c'était le projet porté par l'ADEME. Et je vois Jérôme qui acquiesce. Et l'ADEME est très impliquée, hein. Il faut savoir qu'au niveau national, l'agence ADEME porte ces sujets-là au niveau depuis 10 ans maintenant, hein. Et on a une association professionnelle, la FIPAC, qui travaille main dans la main avec l'ADEME et tous les industriels, les petits, les moyens, les gros et les centres de recherche. Donc on a une première station hydrogène qui s'est ouverte, une à Grenoble et l'autre au Quai des Énergies à Lyon. On en a monté une aussi. Il y a beaucoup de voitures qui viennent s'approvisionner. Alors, ce sont des véhicules utilitaires. C'est des véhicules utilitaires, en l'occurrence. Et là, on adresse vraiment la problématique du dernier kilomètre de livraison. Il faut savoir qu'on a de plus en plus de colis à livrer dans les villes et que les villes, bien évidemment, ne veulent plus voir de moteurs diesel, mais bientôt plus de moteurs thermiques du tout dans les villes. Donc, la logique de livrer ces colis dans les villes avec des moteurs, des véhicules non polluants, c'est une vraie problématique. On y répond. Et c'est des Kangoo Z2 qui sont maintenant vendus par Renault. Donc, Z2, ça veut dire batterie. Elles font à peu près 130 km d'autonomie avec leur batterie. Et elles ont un prolongateur d'autonomie avec de l'hydrogène. Et avec ça, on peut faire jusqu'à 300-350 km d'autonomie avec une Kangoo Z2. C'est ces premières flottes de véhicules utilitaires qui se sont regroupées autour de ces premières stations. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Jérôme à la pause café, le problème, c'est un sujet de poulet d'œuf. Si on n'a pas de véhicule, personne n'investira dans des infrastructures de recharge. Et si on n'a pas d'infrastructure de recharge, personne ne mettra des véhicules dans les concessions. Voilà, donc il faut co-développer, co-déployer les véhicules, les infrastructures. C'est ce qu'on a fait en France et ça marche plutôt bien puisque on en est maintenant à 25 stations. On a, le ministre à l'époque, M. Hulot, a annoncé le 1er juin un plan national hydrogène avec deux pendants, enfin deux piliers. Décarboner l'hydrogène industriel, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais surtout décarboner le transport et le transport lourd en mettant des flottes de véhicules avec des infrastructures dédiées.
Et alors, c'est suffisant le plan, parce qu'il a été quand même un peu moqué sur son montant, en comparaison de ce qui se fait dans d'autres pays comme l'Allemagne. On avait demandé, nous, les industriels, on a demandé 400 millions d'euros, entre 400 et 500 millions d'euros. Il nous a promis 100 millions d'euros, mais c'était quand même très bien. J'étais à côté de lui là, quand il a fait cette annonce. Je lui ai dit, monsieur le ministre, vous nous faites un grand bonheur ce matin, puisque c'était vraiment ce qu'on attendait. C'est un signal fort quand même qu'a donné l'État français en disant on va vraiment s'engager dans la mobilité hydrogène, dans l'hydrogène énergie. Alors il a effectivement dit, ça c'est une première tranche de 100 millions d'euros, donc pour 2019. Sous-entendu, il y en aurait d'autres peut-être l'année prochaine ou les années suivantes. Malheureusement, M. Hulot a démissionné, il est remplacé par François de Rugy. La bonne nouvelle, c'est que François de Rugy reprend à son compte ce plan national. Et puis l'ADEME a publié un premier appel à projet de 20 millions d'euros pour la mobilité. C'est en cours, on va se mobiliser pour y répondre. Et j'étais hier avec Luc Bodino, votre correspondant au niveau national hydrogène. Il nous annonce un plan industriel également. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre que l'hydrogène trouve son sens justement dans une approche un peu, alors je vais un peu jargonner, mais une approche holistique de l'énergie. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut prendre le problème dans toutes ses acceptations. Décarboner l'industrie, décarboner le bâtiment et décarboner le transport. Et là, on va livrer à partir d'avril à Lens-Béthune, donc dans les Hauts-de-France, une station qui va alimenter 10 bus à hydrogène. C'est un projet qui est très porté par les politiques de la métropole Artois-Gruel. Et c'est des bus à haut niveau de service. En fait, c'est des bus sur site dédié. C'est un peu comme des trams sur des voies dédiées, en fait. Voilà. Et donc là, on va produire l'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et on va livrer 200 kg d'hydrogène par jour à des bus qui vont les consommer. Et effectivement, là, vous avez toute la possibilité d'avoir tout de suite la rentabilité de votre capital investi, puisque on sait que les bus vont rouler tous les jours et vont enlever les 200 kilos par jour. Et c'est ça qu'on est en train de pousser. Et des solutions de transport propre, transport en commun propre dans nos grosses agglomérations, on en cherche et on en veut tout le temps. Et là, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est le développement de trains hydrogène. Donc les trains hydrogène, c'est poussé par Alstom. Ça, c'est d'abord. Là aussi, c'est à l'étranger que ça. Voilà, ça a débarré en Allemagne, malheureusement. Enfin, heureusement, je sais pas. Mais là, toutes les grandes régions s'en emparent. Et Guillaume Pépi, alors il y a un député, Benoît Simian, qui a été mandaté pour faire une étude sur le déploiement des trains hydrogène. Il a rendu son étude il y a quelques semaines. Guillaume Pépi, le patron de la SNCF, a fait une intervention très remarquée sur les médias en disant c'est la solution pour électrifier les voies secondaires. Moi, je suis grenoblois. La voie Grenoble-Valence a été électrifiée il y a 2-3 ans. C'est 80 km, 80 millions d'euros. 1 million d'euros par kilomètre sur les caténaires. Si on avait déployé des trains hydrogène, un dépôt, que ce soit à Grenoble ou que ce soit à Valence, que ce soit au milieu, ça aurait coûté à peu près 3 fois moins. Donc c'est effectivement la possibilité d'électrifier toutes ces voies secondaires, dont encore 50%, on ne parle pas du TGV, on ne parle pas des voies principales, on parle vraiment des voies secondaires, 50% sont encore au diesel, et on ne veut plus de diesel sur ces voies secondaires, on ne veut plus de diesel dans les centres urbains, et bien ça a la possibilité de passer à l'électrique sans investir dans des coûts faramineux sur les câbles au-dessus des trains, au-dessus des voies. Oui, donc une idée reçue sur le fait que des solutions pointues, en fait, soient finalement moins onéreuses. Absolument, absolument. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on n'est plus maintenant en phase de recherche ou développement, on est en déploiement industriel. Nous, McPhy, on en est à 13,5 MW d'électrolyse installés essentiellement d'ailleurs en Europe, mais aussi en Chine. On a livré 4 MW d'électrolyse en Chine liés à un parc éolien. Donc c'est comment pour les Chinois optimiser leur parc éolien et leur parc solaire. Donc pour récupérer l'énergie produite quand elle n'est pas utilisée. Absolument, en fait. absolument. Et puis, on est maintenant à notre 16e station. Il y en a 25 en France.
On en aura, je pense, une cinquantaine dans 18 mois, et on va sur une centaine de stations. On considère que si on avait entre 400 et 600 stations au niveau national, les gens ne se poseraient plus le problème de comment je vais recharger mon véhicule hydrogène. Moi, j'ai un véhicule hydrogène dans notre usine à la Motte-Fongin, dans la Drôme. Malheureusement, on est limité à 200-250 km autour de notre station parce que il faut revenir. Voilà, il n'y a pas de maillage suffisant. Bon. Voilà. Merci. Alors, j'oublie toujours, donc là, je vais le faire parce que j'y pense. Je vous rappelle qu'il y a pour tweeter le hashtag qui s'affiche sur l'écran derrière moi. Donc, LT, comme la tribune, City Life, si vous souhaitez partager ce que vous entendez ce matin. Alors, Amaury Dubois. Alors, avec vous, on est vraiment dans le verdissement de la ville au sens propre du terme. Expliquez-nous ce que c'est que ce grand romanesco et les différentes applications, les différentes activités en fait, que vous menez dans la ville. Allô ? Oui, bonjour. Du coup, nous, on parle de verdissement. Alors, on n'utilise pas vraiment ce mot-là. On est plutôt dans la végétalisation de la ville et par le biais de l'agriculture urbaine. En effet, l'agriculture urbaine, on est sur quelque chose de très transversal qui va toucher à peu près tous les sujets qu'on a eus depuis le début des échanges. Notamment avec la fabrique du territoire urbain dont on parlait tout à l'heure. Et dans le territoire urbain, on n'utilise que la ville. Aujourd'hui, on va parler que de la ville dans l'agriculture urbaine, puisque dans les grandes villes, sur Paris ou sur Lyon, entre autres, il y a un besoin naissant des citoyens de pouvoir refaire du lien et avec leurs mains, avec le faire soi-même, et aussi de vouloir consommer local et de diminuer un peu tous les intervenants dans la chaîne de l'agroalimentaire. Hier, j'ai été à Toulouse pour animer une conférence semblable, et quelqu'un a cité un chiffre très intéressant sur, je crois que c'était environ 2% de ce qui pousse autour d'une ville, qui est consommé dans la ville même directement, qui ne part pas à Rungis ou je ne sais où. Oui, c'est fou quand même. C'est complètement probable. Voilà. D'autant plus qu'il y a une grande partie de la production française qui n'est pas faite forcément pour l'alimentation de l'être humain. Il y en a beaucoup qui sont partis pour les animaux aussi. Mais du coup, c'est d'autres sujets. Donc, pour revenir sur la ville, comment dire ? En fait, on va intervenir, nous, le Grand Romanesco, c'est un collectif, je reviens dessus, sur un peu expliquer notre situation. On a créé ce collectif-là pour répondre à ces projets-là d'agriculture urbaine, puisque pour l'instant, chaque fois qu'on en entendait parler, on n'entendait parler que en termes d'image ou en termes de communication, et ils n'aboutissaient pas, ou alors quand ils aboutissaient auprès des promoteurs immobiliers par exemple ou de la ville, il n'y avait jamais de réflexion sur la suite et la formation et la pérennisation du projet. Et notre volonté, c'était de trouver des solutions pour pérenniser ces projets d'agriculture urbaine en ville, au sein de ce collectif qui regroupe plusieurs compétences, et c'est le flux de compétences qui nous intéressait le plus, d'avoir à la fois sur la conception, le maître en tant que maître d'œuvre, en tant qu'installation aussi, en tant que pédagogie, de recherche ensuite d'intervenants et de gestionnaires du projet dans la longueur et du suivi de tout ça. Puisque pendant un long moment, par exemple, lorsqu'on parle beaucoup d'agriculture urbaine sur les toits. Pourquoi sur les toits ? Parce qu'en ville, le foncier est très complexe à trouver au sol. Il y en a quelques-uns, mais il est souvent utilisé pour des parcs, par exemple. Très cher aussi. Et surtout très cher, bien sûr. Et du coup, on arrive aujourd'hui à cette réflexion-là d'aller attaquer les toits, puisque c'est une espèce de nouveau continent urbain qui est inutilisé, qui est complètement, on va dire, vide, sans utilisation aucune, et quand on peut, essayer de pouvoir y aller. Alors il faut imaginer, j'essaie d'appeler un peu l'imagination de tout le monde, que quand vous rentrez chez vous, vous pouvez aller récupérer un peu de quelques carottes en été sur votre toit. On peut aussi avoir des paniers qui peuvent être faits en interne, en local, et c'est un peu ça qui nous anime, avec, entre autres avec le partenariat avec des associations. Pour qui vous travaillez effectivement Alors pour l'instant... ou avec qui ? Alors étonnamment, c'est assez large. Donc encore une fois, on travaille principalement pour des promoteurs. On travaille aussi
pour des entreprises qui vont là. On va essayer de travailler des appels à projets. Là, récemment, on a gagné un appel à projet, par exemple, sur le toit de Perrache, qu'on espère voir aboutir. On va voir comment ça va fonctionner. Avec, par exemple, là, c'était un bar à bière, l'installation d'un bar à bière et une houblonnière. Ils veulent faire, oui, c'est ça, pousser du houblon et sur faire le toit. pousser le houblon sur le toit et d'avoir tout de suite la possibilité de le boire. Ça s'appellerait la pintage. Bon, il y avait un peu un truc autour de ça. Là, on travaille avec un promoteur Duval dans le 7e pour installer un maraîcher sur un toit. Donc, c'est sur les toits de bureaux qui vont être faits. Il y a une serre qui va être implantée, plus de la pleine terre, et installer un maraîcher. On a trouvé le maraîcher, mais tout ça va sortir dans longtemps. Ça prend quelques années à construire parce que c'est différents lots. On intervient à Limonest aussi, mais pareil aussi avec un promoteur qui a construit des bureaux. Il a un grand terrain inconstructible et on profite pour le mettre à disposition d'agriculture urbaine puisqu'il y a un manque énorme de foncier pour des maraîchers pour s'installer. Quelques exemples. Mais vous dites que vous travaillez avec des entreprises. Quelles sont leurs motivations? Parce que tout à l'heure, vous regrettiez que ce soit beaucoup des opérations de com et d'image. Là, celles avec lesquelles vous travaillez, quelles sont leurs motivations? Alors c'est très mixé. Du coup, en fait, les motivations sont variées, d'autant plus que, comment dire, en fait, ça fait une trentaine d'années qu'on parle d'agriculture urbaine, mais que ça ne sort pas. On a déjà du mal à le définir. On était encore tout à l'heure à essayer de définir ce que c'est que l'agriculture urbaine, puisque c'est ni de l'agriculture au sens propre, parce que l'agriculture, on est sur des parcelles beaucoup plus grandes à une autre échelle. Donc c'est plus petit, on n'est pas sur l'autosuffisance dont on parlait aussi tout à l'heure, puisque l'autosuffisance n'arrivera pas en ville, on n'a pas assez de place pour être autosuffisant. On en parlait pour dire que c'était impossible. C'était impossible. En effet, là, c'est possible en temps de guerre ou en temps vraiment si on n'a pas le choix, on arrive à faire des choses. C'est ce qu'on a pu voir dans les histoires, mais on n'y arrivera pas. Donc là, on est vraiment dans l'ultra local. C'est plus pour découvrir, voir ce qui se passe et se recréer. Donc tout ça on fait qu'on en parle de plus en plus, principalement sur Paris, où il y a les pariculteurs qui sont développés et qui ont créé tout un tas d'économies autour de ça et d'emplois là-dessus. Et donc les entreprises? Donc les entreprises qui l'intéressent à la fois parce qu'ils en entendent parler, donc ils sentent qu'il y a un besoin ou un besoin des citoyens ou des futurs habitants, par exemple pour les promotions immobilières ou des logements, où les gens qui vont habiter, ils vont habiter là parce que justement le bâtiment il est éco-responsable, parce que aussi les jardins ont été traités avec des espaces de convivialité par exemple, et aussi parce qu'il y a des espaces de potager qui vont être installés. Donc là on est sur du potager à petite envergure, vraiment quelques bagues pour participer. Et ensuite, certains vraiment à plus grande échelle, puisqu'ils se disent, par exemple, sur une promotion immobilière assez grande avec un grand toit, l'intérêt est en termes d'isolation. On isole mieux avec de la terre, par exemple, qu'avec une couche de... J'ai oublié le mot, je ne l'ai plus. Et ensuite, donc il y a ça. Et puis il y a aussi une envie d'image qui va avec. Mais c'est mixé. On pourrait pas dire que c'est que de l'image. C'est un ensemble de choses qui est une volonté. Puis il y a des promoteurs ou des entreprises qui ont vraiment cette envie-là. Là, on parlait d'une entreprise qu'on a visitée récemment, qui travaille sur le très long terme. Et pour eux, c'est normal que leurs employés puissent prendre du temps, même si c'est en horaire payé. C'est-à-dire qu'ils ont le droit à 1 heure ou 2 heures par semaine pour aller jardiner en interne. C'est-à-dire que c'est considéré comme du temps de travail. Donc on trouve aussi des entreprises qui ont cette volonté-là. Et... Le chef d'entreprise qui est à côté de vous n'a pas l'air d'être très convaincu. Je suis tout à fait convaincu parce que ça met du sens et ça met du lien dans l'entreprise. C'est ça. Effectivement, vous seriez prêt à laisser vos salariés jardiner 2 heures de toute façon, j'ai plein d'ingénieurs qui travaillent à la journée, donc ils ne sont pas à l'heure. Mais effectivement, on fait plein de choses pour donner du sens et donner du lien dans nos entreprises. Et je pense que ce que dit monsieur, jardiner ensemble, c'est très bien. Très bien, parce que ça... voilà. En effet, pour compléter là-dessus, c'est qu'en fait, le potager, on en parle beaucoup. C'est vrai que c'est un élément qui rassemble autour de ça. Mais c'est un élément dans lequel on a tous beaucoup d'humilité, puisqu'on est tous plutôt mauvais dessus. Et d'autres sont meilleurs. Mais ceux qui sont meilleurs, ils vont transmettre beaucoup. Il y a beaucoup de travail de transmission. Ceux qui ont la main verte, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et puis après, devant, on apprend. Alors c'est le mot team building, mais qui a pas sa place ici. Mais voilà, ça fait si. Mais voilà. C'est dans ce sens-là. Fédérateur. Mais voilà, c'est peut-être fédérateur. On va y revenir effectivement. Et l'autre point aussi, c'est travailler sur ce qu'on appelle le low-tech. En fait, c'est un peu de se dire, voilà, nous on travaille. Alors c'est notre démarche au sein du Grand Romain
Romesco, de travailler avec la terre, de travailler avec le soleil, comme on le disait tout à l'heure, voilà, qui est vraiment une énergie infinie. Peut-être de retrouver aussi le sens des saisons. Le sens des saisons complètement. Et du coup, c'est à la fois sur l'agriculture, à la fois sur le végétal, c'est-à-dire que rien que de fait d'amener de la biodiversité, d'amener des insectes, d'amener aussi des choses sur lesquelles il y a peu d'entretien, c'est faisable, de travailler sur la trame verte générale, voilà, des choses un peu qui nous animent. Très bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Dessini, bon, je pense que l'ADEME soutient les projets d'agriculture urbaine. Est-ce que vous le faites de manière proactive ou est-ce qu'il y a des projets soutenus par l'ADEME? Alors, on a soutenu ici en Auvergne-Rhône-Alpes un projet de la ferme urbaine lyonnaise qui est un petit peu différent, mais qui est sur cette même logique-là, qui est de créer une boîte dans laquelle on va faire pousser soit des plantes pour le besoin de l'industrie, de la chimie verte, par exemple, ce genre de Mais ça choses. se situe à un endroit en particulier? Alors, ça peut, c'est justement l'idée de la boîte, c'est de pouvoir la déplacer en sous-sol, au-dessus, près de l'industrie, justement, qui a besoin de ça. Voilà, et moi, ça me paraissait juste essentiel de contribuer à ce projet où, comme on l'a dit, on a une filière agricole d'excellence. Et aujourd'hui, il peut y avoir un certain nombre de pays, un certain nombre de démonstrateurs qui ont besoin d'industrialiser et de mécaniser dans des boîtes parce que une salade au Kazakhstan, c'est pas la même chose qu'une salade ici, de plein champ. Et le Kazakhstan, il fait très chaud et très froid, et pas beaucoup de saisons entre les deux. Et voilà comment on apporte aussi en circuit court. Oui. D'accord, très bien. Alors, je voulais vous poser une question sur justement, d'ailleurs, Monsieur Mauperger a employé le terme de holistique. Vous nous avez brossé tout à l'heure, listé les leviers sur lesquels on pouvait agir pour verdir la ville. Mais est-ce qu'on n'aura pas justement besoin d'une approche plus intégrée, de quelque chose de plus systémique et de briser un peu les silos? Est-ce que ça ne demande pas plus d'efforts sur un plan culturel et organisationnel que purement technologique finalement? Oui, alors sur la question de la technologie, on a vu là des projets hydrogène très technologiques. High-tech et low-tech. High-tech, low-tech, on a vu des couches lavables. Le lien entre les deux, c'est que oui, il y a besoin de cette technologie-là, et oui, il y a besoin de changer nos modes de fonctionnement. Et l'innovation, elle sera autant technologique qu'organisationnelle. C'est comment on fait travailler différemment les gens ensemble. Et il faut avoir cette capacité de créer des visions très transversales. Et ça, c'est juste impératif. Alors, on a pris une initiative avec le Conseil régional il y a quelques années de promotion de territoires à énergie positive pour la croissance verte, où on a fait définir aux territoires d'abord leur facture énergétique. Donc l'élu, il repart avec c'est quoi la facture énergétique de mon territoire. Vienne Agglomération, par exemple, c'est 180 millions d'euros. Et puis la facture énergétique, elle repart en majeure partie, mais 90% en dehors du territoire. Sous quelle forme? Quand vous achetez du gaz ou quand vous achetez du pétrole. Et les 10% ou les 5% restants, c'est votre réseau de chaleur. Vous avez acheté votre bois au local, c'est des centrales photovoltaïques, c'est votre centrale hydroélectrique, etc. On faisait deux autres choses sur ces territoires, tracer la courbe à 2050 de la division par 2 des consommations énergétiques et la courbe de progression des énergies renouvelables, justement. Et ça oblige à avoir une vision très transversale des choses. Et c'est juste l'idée, quoi, aujourd'hui. Et je trouve que c'est en train de bouger. Peut-être juste une illustration très locale. Il y a un fort développement de la méthanisation ici. La métropole de Lyon, dans le cadre de sa station d'épuration de la Fessine, méthanise ses boues de STEP, donc de station d'épuration, et réinjecte le biogaz dans le réseau de gaz. Super.
C'est vachement bien, parce qu'il y a une logique. Mais il y a encore une autre histoire à raconter. Et c'est justement ce lien qui a pu faire la mission énergie ici de la métropole de Lyon, qui est de dire, oui, vous, direction de l'eau, vous méthanisez, c'est très bien, vous réintroduisez du gaz. Comment on peut faire pour réutiliser le gaz que vous avez produit? Alors, c'est un peu compliqué, mais ça s'appelle des certificats de garantie d'origine. Comment ces certificats peuvent être alloués à l'entreprise qui collecte les ordures ménagères avec le camion alimenté au biométhane. Eh bien, c'est pas si simple que ça. Et il a fallu faire travailler tout le monde pour mettre tout le monde d'équerre sur un projet très industriel. Et puis, à l'autre bout de la filière, un utilisateur du gaz pour ses bennes à ordures ménagères. Aujourd'hui, cette histoire, elle se raconte. Et c'est une matérialité très concrète pour l'habitant de dire, oui, la STEP, elle injecte, le gaz, il est utilisé dans les bennes à ordures ménagères, et on a une belle boucle et une belle histoire à raconter, mais pas une histoire pour se raconter des histoires, mais une histoire pour matérialiser et dire à l'habitant, vous voyez, l'ensemble des acteurs se met à l'œuvre. Mais alors, ce genre de belles histoires, ça commence à faire fleuresse un peu partout en France. Alors, il n'y en a peut-être pas des centaines et des centaines, mais il y en avait une à Toulouse hier. On nous a parlé d'un projet similaire. Ma question, c'est qui doit, à la capacité de mettre tout le monde autour de la table pour arriver à ce résultat? Alors aujourd'hui, moi, je trouve qu'on a un paysage institutionnel qui se clarifie. Alors, il reste encore à clarifier. Il y a un État qui donne des impulsions. On a parlé du plan hydrogène. Il y a un conseil régional qui est chef de file sur un certain nombre de sujets. Mais les acteurs, très clairement, c'est les acteurs du territoire. La transition énergétique et écologique, elle ne se fera pas sans ces acteurs-là. Et quand je parle d'acteurs du territoire, je parle d'entreprises, et je parle de collectivités locales, et je parle de citoyens. Et aujourd'hui, très clairement, la métropole de Lyon, mais on peut citer les autres métropoles, mais les communautés de communes, les communautés d'agglomération, c'est elles qui vont faire ce lien, qui vont faire sur leur domaine de compétences. En fait, c'est le territoire qui fait aussi. C'est le territoire qui fait. Mais aujourd'hui, les métropoles, mais les communautés de communes aussi, la communauté de communes de l'Ouest rhodanien, à Tarare, pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Rhône, ce sont des formidables moteurs. Pourquoi? Parce qu'ils agissent sur deux choses, sur leur champ de compétences. On l'a vu tout à l'heure avec l'illustration de la rénovation de la copropriété. Si aujourd'hui la métropole de Lyon ne met pas en place Ecorénov, qui est la plateforme de rénovation énergétique du logement privé, et qui vient détricoter avec les copropriétés le sujet, et qui vient gérer cette complexité, eh bien, peut-être que monsieur, vous serez peut-être encore à débattre, à convaincre. La métropole est là. Le deuxième rôle, c'est un rôle d'animateur et de mettre les gens autour de la table. C'est ce que fait Emeline Baum. Je vous incite vraiment à aller voir son petit guide. Oui, qu'elle avait tout à l'heure. Vous faites économie circulaire, métropole de Lyon, et vous allez voir la métropole a mis autour de la table, a mis en lumière des illustrations extrêmement concrètes. Donc, la transition, c'est du territoire, c'est des acteurs qui s'impliquent autour de projets. Et juste peut-être un mot pour conclure, cette transition énergétique, écologique, c'est passer d'un monde mono à un monde multi, à un monde mono-énergie, à un monde multi-énergie, à un monde multi-acteurs, où on aurait un État qui déciderait, enfin je caricature, l'État jacobin, c'est pas seulement une caricature. C'est pas seulement une caricature. À des acteurs qui vont faire du projet. Et donc tous ceux qui nous vendent des solutions uniques, aujourd'hui, c'est juste des faux prophètes. Parce que c'est les solutions du territoire... Plus personne vraiment n'ose le faire, d'ailleurs. Ah, vous trouvez ? Dans les paroles, non. En tout cas, je trouve que dans les paroles, non. Il y a encore, voilà. Et c'est aujourd'hui un sujet d'expérimentation
où on met des précurseurs autour de la table, ce que M. Mauberger évoquait tout à l'heure sur la station Highway, et je hochais de la tête parce que c'était ce qu'on a fait tous ensemble, et donc c'est les services de l'État, l'ADEME, le Conseil régional, des industriels, des collectivités locales. C'était vraiment à l'époque une première mondiale de pouvoir avoir des flottes de véhicules hydrogène à prolongateur hydrogène autour de stations, la poule et l'œuf en même temps. Enfin, c'était vraiment une innovation. Et c'est bien ça. Donc on expérimente, on généralise. Quand ça marche et quand les acteurs sont OK aussi sur le territoire. C'est le fameux passage à l'échelle après, effectivement. Oui, exactement. Ouais. Mais on va le faire. Voilà. Puis je pourrais multiplier les exemples. On n'aura pas le temps. C'est dommage, mais il y a encore plein d'idées et surtout plein de projets. Mais merci beaucoup. Colline Vincent, alors je voudrais... En fait, vous trois, ce que je voudrais vous demander, c'est... ce que vous souhaiteriez voir changer ou évoluer dans vos domaines d'activité, que ce soit précisément en termes de peut-être d'approche plus collaborative ou autre chose, hein, peut-être réglementaire, financière, bon, on peut toujours rêver, pour savoir ce qui vous paraît nécessaire pour que les solutions que vous promouvez déjà aujourd'hui puissent justement passer à l'échelle, aller plus vite encore. Donc moi je vous rejoins aussi sur le besoin de transversalité en fait. On a tendance à penser que la solution va venir soit d'une solution unique, soit effectivement soit d'en haut, soit d'en bas. On entend souvent ça. En fait la solution elle va émerger, c'est l'œuf et la poule effectivement. Elle va émerger à la fois des citoyens, à la fois des politiques, à la fois des industriels, des entreprises. Et c'est un peu tout à la fois. On est en transition, hein, donc on a l'impression que c'est un peu le brouillon, mais en fait, ça se dessine petit à petit et bientôt ce sera une réalité, hein, la transition énergétique et écologique. Donc moi, je tiens beaucoup à ça, en fait. Non seulement c'est ce vers quoi j'ai envie qu'on tende, mais j'ai l'impression que c'est déjà un petit peu le cas, vers la transversalité. Il faut qu'il y ait des échanges, en fait, entre les citoyens et les entreprises. Nous, c'est le cas, par exemple, dans le projet des commerçants. Il y a des échanges en fait entre les citoyens qui sont demandeurs et puis les commerçants qui ont envie d'être reconnus pour ce qu'ils font et qui ont envie de rencontrer leur clientèle. Mais c'est également le cas. Aujourd'hui, on a monté un groupe de plaidoyer pour justement faire de la recherche sur la question de la gestion des déchets à Lyon. Et on essaye de faire profiter de cette recherche-là auprès de la métropole pour essayer ensemble, toujours dans un dialogue constructif, de trouver des solutions d'amélioration de la gestion des déchets sur la métropole. Donc pour moi, c'est vraiment... Pour vous, en fait, c'est bien parti. Il faut juste pour moi, c'est bien engagé. Et en fait, ça ne vient pas forcément d'une partie ou d'une autre. Ça vient multilatéralement. C'est assez naturel, en fait, de chercher des solutions ensemble. On n'a pas tous les mêmes outils. Nous, par exemple, on est très en contact avec les citoyens. Donc on est aussi un biais pour la métropole pour aller toucher le grand public. Et puis eux, ils ont d'autres outils qui sont plus politiques, qui sont l'argent, puisqu'on sait qu'il y a quand même l'argent qui a un levier important, mais voilà, c'est chacun avec ses propres leviers vient apporter au débat et vient apporter des solutions, et ensemble seulement ça peut fonctionner, quoi. C'est un peu utopique, mais non, mais acceptons-en l'augure, comme on dit. Monsieur Mauberger, est-ce que vous voyez des innovations de rupture dans votre domaine dans les prochaines années, et dans tous les cas, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait des développements et une généralisation? Alors clairement, il faut baisser les coûts des technologies. Je pense que ce n'est pas des innovations de rupture, les technologies sont là. Simplement, il faut les déployer massivement, et avec ce volume, on va baisser les coûts. C'est vraiment de l'industrialisation. On n'est vraiment pas à l'échelle des enjeux en ce moment. Mais passons à l'échelle, c'est ça le sujet. Alors, il y a un projet en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle ZEV, donc c'est Zero Emission Valley en anglais, ou Vallée Zéro Émission. C'est vraiment le déploiement d'un maillage territorial de stations hydrogène et d'électrolyse, de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Et c'est porté par la grande région, et ça va se faire. Ça va se faire, on va le financer, et ça va être un exemple. On avait démarré par Iowa il y a 3 ans, maintenant, avec ZEV, on passe à l'échelle. Et pas mal de grandes régions regardent ce projet Auvergne-Rhône-Alpes et vont s'en inspirer. Donc c'est vraiment ça. Je pense que
si on déploie ces solutions en France, nos entreprises, on est quand même, alors il y a des très grandes entreprises, mais on est une quarantaine de grosses, de PME ou de TI impliquées dans ces solutions. Donc on a toutes les technologies. Simplement, on n'a pas le marché. Et c'est ça qu'il faudrait créer. Et je lisais, là, en vous attendant, l'article de Bertrand Piccard. La transition énergétique, c'est une énorme opportunité de création d'emplois, de création de business. C'est vraiment le business de demain, c'est comment utiliser nos énergies de manière propre. Et on est tous c'est des témoins de ces trucs-là. Et vous, les médias, si je peux me permettre un conseil, il faudrait parler des solutions plus que du problème. Je pense qu'on est tous convaincus maintenant. Vous ne pouvez pas faire ce procès à la tribune. Non, mais on parle souvent du réchauffement climatique, c'est un énorme problème. Il y a urgence, c'est vraiment une urgence climatique. Mais il y a des solutions qui existent et il faut en parler de ces solutions. Et quand les citoyens vont comprendre que ces solutions existent, ils vont faire pression sur les politiques pour effectivement créer les conditions de déploiement. C'est ce que moi je vous recommande. Je suis obligée de rebondir sur ce que vous venez de dire parce que précisément ce numéro, non mais pas seulement, mais celui-ci qui est qui est à disposition, il est axé vraiment sur les solutions que cherche à recenser Bertrand Piccard, mais pas seulement. Oui, c'est une édition spéciale. Non, mais je ne fais pas le procès à la tribune. Non. Parce que précisément, c'est vraiment le monde médiatique. Oui, je comprends ce que vous dites. Voilà. Mais on essaie précisément de montrer qu'il y a des solutions et des opportunités de business et que finalement c'est bon pour le business d'être vertueux sur le plan. Oui, bien sûr. Il faut savoir aussi qu'on est confronté à plein de lobbies qui rament dans l'autre sens. On le sait aussi. On le sait, voilà. Alors, brièvement, parce qu'en fait on a de nouveau atteint la fin de notre table ronde et je voudrais laisser le temps à quelques questions. Quelle est votre liste au Père Noël en fait? Nous, alors on n'a pas, je veux rejoindre Colline là-dessus. On n'a pas de liste au Père Noël. En fait, tout le monde est content. En fait, non, mais on se part du principe qu'en fait on est des faiseurs. C'est-à-dire qu'on fait, on avance et par l'exemplarité de projets qui vont sortir, on espère que ça va engager une espèce de sillon derrière, que ça va suivre. C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément envie de dépendre ou de dépendre de grandes actions politiques. On espère que ça va venir derrière. Mais pour l'instant, on avance dans ce sens-là sans attendre que ça va se passer. Est-ce que un peu nos clients sont dans cette action-là? C'est-à-dire qu'ils font un peu, pour l'instant, c'est un peu chacun dans son coin fait. On voit des projets qui sortent un peu partout. On voit que ça fonctionne, on voit que ça intéresse, que ce soit pour des maraîchers, que ce soit économique, que ce soit purement pédagogique. Ça intéresse, ça vient. Et comme on a cette envie un peu de low-tech qu'on disait, c'est pareil dans le fonctionnement et le développement de ces possibilités-là. C'est qu'on ne va pas partir à fond dans des projets énormes qui ne marcheraient pas et qui ne serviraient à rien et qui seraient des échecs. Et du coup, on dirait après, bah non, ça ne sert à rien, il ne faut pas le faire. Donc autant construire petit à petit et puis faire l'exemple là-dessus, montrer que ça marche. Et ensuite, espérer qu'il y ait de plus en plus d'appels à projets, que ce soit, pour l'instant, ils sont plutôt privés. À Lyon, il n'y a pas encore d'appel à projets publics par rapport à ça, mais on les attend et on est prêt à travailler dessus. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre pour cet enthousiasme et pour avoir montré que les solutions existent.